Salam alaikum, Azul, bonsoir. Les initiés du Sahara, qui en connaissent les redoutables périls, mais qui ne craignent pas pour autant de s'aventurer dans ces grandes étendues, sans autre boussole que leur expérience, vous diront qu'ils recourent à des méthodes très simples, mais très efficaces, pour ne pas s'égarer. De nuit, ils localisent l'étoile polaire et s'orientent par rapport à sa position. De jour, ils gardent en tête la position des points cardinaux. C'est très simple puisqu'il suffit de se repérer par rapport au Soleil et à sa course. Et surtout, garder le regard droit sur la destination fixée et ne se laisser jamais détourner par les vents latéraux qui soulèvent des trombes de sable et vous entraînent irrésistiblement et sans que vous vous en rendiez compte dans le sens où ils soufflent, c'est-à-dire dans le sens où vous ne voulez pas aller. Il en est de même dans les processus révolutionnaires, quand la contre-révolution bat son plein, comme autant de vents contraires, ou pire encore, comme autant de vents latéraux, comme autant d'incitations à la discorde et à la pagaille au sein de l'équipage. De nuit, la nuit de la contre-révolution, quand l'obscurité sciemment entretenue est propice à la subversion, à la désinformation, il faut toujours garder le cap sur l'objectif de la révolution. Ne pas le perdre de vue à aucun prix. Ne se laisser distraire par aucun faux phare. Ces feux de naufrageurs qui allument des foyers sur la côte pour vous détourner de votre trajectoire, vous précipiter sur des écueils et vous faire sombrer corps et biens. De jour, au temps de la Révolution, quand le vent est en poupe et que le navire du changement cingle toute voile gonflée vers le port d'attache, la contre-révolution fait mine d'accompagner l'heureuse traversée, El-Hirak el-Moubarak, et tente même d'en récupérer certains parmi les membres de l'équipage, voire même de faire recruter en son sein, au sein du Hirak, des saboteurs pour en saborder la coque et dans le même temps user de méthodes de zizanie, de fumigation, comme autant de vents contraires, de vents latéraux, pour détourner le navire, le désorienter et le lancer dans une traversée qui pourrait le mener au désastre. Au mieux, le faire échouer sur des rivages où il s'enliserait définitivement, où son équipage n'aurait plus d'autre choix que de se débander, amer et désillusionné, vidé de ses espérances, loin de son port d'attache, ses rêves brisés, ses blanches voiles en lambeaux et son fier vaisseau embourbé jusqu'au mât de misaine. C'est exactement cela qui est en train de se passer maintenant en Algérie pour détourner la révolution, la dévoyer, l'infiltrer, la naufrager, la faire sombrer, semer la mutinerie en son sein contre toute tentative de la structurer et de la conduire à bon port. Et c'est bien pour cela que des portefeuilles de ministres sont offerts à d'ex-hirakistes, que des dynamiques de négociation leur sont proposées, que des partis politiques sont alléchés par des perspectives de quotas pour les prochaines législatives.
que des propositions de paix séparées sont chuchotées dans les oreilles des uns et des autres, que des milliards de centimes sont proposés à des jeunes pour lancer des sites Internet censés défendre l'Algérie et qui ne seront que des relais de la propagande révolutionnaire, de la propagande contre-révolutionnaire, et tellement d'autres propositions alléchantes pour vider le Hirak de ses substances, de ses composantes les plus opportunistes, les plus faibles, les plus fragiles. C'est le moment, alors, aujourd'hui, pour les vrais hirakistes, de garder le cap sur l'objectif final de la révolution, la libération du pays, la consécration de l'indépendance. C'est le moment, maintenant, de ne pas se laisser distraire par les sirènes trompeuses, par les vents latéraux qui soufflent. Ces sirènes trompeuses, celles qui ont fait de la révolution de novembre un vil fonds de commerce, qui griment les voleurs, les tueurs, les tortionnaires, les menteurs en grands serviteurs de l'État, qui nous font prendre des vessies pour des lanternes et qui tentent de nous tromper sur nos plus vaillants libérateurs en les faisant passer pour des mercenaires et des espions embusqués en notre sein. Jamais, depuis le début du Hirak, la contre-révolution ne s'est autant déchaînée, autant concentrée. Jamais elle n'a usé d'autant de moyens ni d'autant de venimeuses subversions. Parce que la mafiocratie, qui a pris la direction du pays contre la volonté du peuple algérien et qui tente de lui faire croire que c'est lui-même qui a élu le président Tebboune, que c'est lui-même qui a voté massivement pour le référendum sur la Constitution, malgré le boycott massif observé par le monde entier. Cette mafiocratie, en plus de tout faire pour saborder le navire de la Révolution, a compris que c'est par ses voiles et ses mâts qu'il faut commencer. Les tortures et le viol subis par l'étudiant Walid Nkish, les calomnies portées contre les plus intègres des figures les plus visibles du Hirak, la basse propagande relayée par les milieux de Baltajia en tout genre contre la Kabylie, la région de proue du Hirak, l'agitation des épouvantails de l'ennemi extérieur et de l'ennemi de l'intérieur, l'occupation de l'espace politique par la junte. Tout cela montre combien la contre-révolution bat son plein, combien elle est décidée à tout et à n'importe quoi, y compris à replonger le pays dans la violence, voire dans la guerre. C'est le moment, ou jamais, pour le Hirak de battre le rappel de toutes ses forces, de se mobiliser comme jamais il ne l'a fait, parce que l'heure de la lutte finale va bientôt sonner. Le 22 février est pour demain. Et le 22 février 2021 pourrait être l'aube de l'Algérie tant attendue, tant espérée, celle de la liberté, de la justice, du droit, de la démocratie. Il ne tient qu'à nous et à nous tous ensemble et fixés sur le même objectif, d'aller vers des lendemains de lumière. Le régime déterminé à empêcher la reprise du Hirak. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Yasmina Karima Bennini, journaliste. Marhaba bik, Yasmina, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci.
Et Mohamed Ben Issa, militant politique très connu sur la place du Hirak parisien, comme on dit. Mohamed, merci d'être avec nous. Merci à toi, Jamal. Marhaba bik. Alors, nous allons avoir avec nous depuis Alger Maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. C'est par lui que nous allons commencer. Maître Issa Rahmoun, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et je salue aussi les invités de Sid Jamal. Merci, merci. Alors, nous allons commencer par évoquer l'affaire de Walid Nekkish. Pourquoi? Parce que parmi les principaux objectifs du régime d'empêcher la reprise du Hirak, l'une des pièces maîtresses pour cette stratégie de la junte est de faire peur, de terroriser les étudiants qui sont l'un des fers de lance du Hirak. Et ce n'est pas pour rien que Walid Nekkish a été torturé et même, pardon de le dire et de le redire, violé dans les locaux du DRS ou de l'ex-DRS, Antar, Ben Aknoun. Alors, est-ce que vous confirmez d'abord que l'enquête, l'instruction a été retirée du parquet général pour être confiée au parquet militaire de Blida? Oui, selon les dernières informations, il se trouve que l'ouverture de l'information judiciaire qui était au départ prise en charge par le parquet général près de la cour d'Alger a été transférée au niveau du parquet général du tribunal militaire. C'est la dernière information qui nous est parvenue. Mais sur ce chapitre, il faut souligner que le parquet général est dans le devoir de communiquer en ce qui concerne cette affaire. C'est une affaire de violation flagrante des droits de la personne humaine. La torture, c'est pas une affaire banale, comme certains essayent de la présenter. Plutôt, je dirais aussi que cette pratique qui existait déjà, était une pratique déjà en vigueur dans les centres de détention, chez les commissariats de police, dans les centres de garde à vue, parce qu'on a personnellement, sur plusieurs affaires, des affaires liées aux affaires de stupes, aux affaires de délits économiques ou de terrorisme, la plupart des détenus arrivent devant le magistrat en lui disant que les aveux, la signature du PV, du procès verbal, était signé sous l'emprise de la contrainte, de la violence et de la torture. Et là, il n'y a aucun procureur depuis l'histoire de la justice algérienne qui a ouvert une instruction, une information judiciaire pour aller dans le sens des déclarations d'injusticiables, d'imprévenus. Du coup, l'affaire Walid Nekkish doit être au cœur du débat, au cœur de la lutte des droits de la personne humaine, au cœur du fonctionnement de la justice, au cœur du procès équitable, ce dernier qui commence par une garde à vue qui répond à des règles sanitaires, à des règles déontologiques, à des règles juridiques et judiciaires qui sont dans le standard international, où l'Algérie a ratifié la plupart des conventions internationales comme celles liées à la lutte contre la torture. Donc l'affaire Walid Nekkish, je pense, et il faut la prendre, effectivement, vous avez un peu raison, Sid Jamal, en disant que c'est un carton jaune pour les étudiants, en disant voilà ce qui peut vous arriver, cette manière de violenter l'opinion, de violenter le débat, de faire peur aux jeunes, mais aussi ça peut être un élément déclencheur d'une grande mobilisation. Et je pense que c'est le cas. D'ailleurs, j'ai suivi dans plusieurs universités du pays où des étudiants commencent à discuter, à parler de la question de la torture de Walid Nekkish, mais aussi à la jeune étudiante qui a succombé à ses blessures suite à un incendie dans une cité universitaire. Nous allons parler. Mais au-delà de la clameur qui a été suscitée par l'affaire Walid Nekkish, n'oublions pas
que le procureur avait requis une peine à perpétuité. Et que maintenant, ça veut dire pour dire tout ce qu'il y a derrière, ça veut dire en recherche, c'est du terrorisme judiciaire pour dissuader les étudiants de reprendre le Hirak. Mais au-delà de ça, le fait que l'armée ait reconnu la responsabilité d'un service de l'armée dans la torture des Algériens pour avoir confié donc cette instruction au parquet militaire. Au-delà de cette reconnaissance, cet aveu implicite, est-ce que l'armée a le droit de s'occuper de cette instruction parce qu'en l'occurrence, il s'agit d'un civil. Walid Ben Naqesh est un civil, même s'il a été torturé par des militaires. Pourquoi avoir accepté cette oukase de l'armée de confier l'instruction au parquet militaire? Déjà, si jamais l'existence d'un tribunal militaire nous renvoie à l'existence d'un État parallèle. Dans des pays qui se respectent, dans des États de droit, un tribunal militaire ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que le militaire, ils ont un mandat clair, un mandat constitutionnel, que ce soit dans des républiques ou dans d'autres formes de gouvernance à travers le monde. L'armée n'a pas le droit de s'immiscer dans la vie politique, dans la vie législative, dans la vie exécutive. Elle a ses missions constitutionnelles, ses missions institutionnelles, d'où le fait de l'inexistence de tribunaux militaires. L'existence du tribunal militaire en Algérie ne répond, ne répond pas à un besoin de discipline dans l'armée, mais bien au contraire, quand on consulte les textes à l'occasion de la législation militaire, ou même dans le code pénal qui nous renvoie à la législation militaire pêle-mêle, s'entremêlent les textes de loi, ça nous renseigne d'une volonté de mettre sur des éléments récalcitrants ou l'intérêt de vengeance, de se rendre des comptes claniques, de faire passer des éléments, qu'ils soient militaires ou civils, devant ce tribunal. Souvenez-vous de l'épisode de Louis Ahnoun. Zahnoun et Saïd Bouteflika, tous les deux civils, qui ont été jugés par le tribunal militaire et condamnés à très lourdes peines de prison pour avoir osé contrecarrer les plans de Gaïd Saleh. Tout à fait. Mais je dirais que, vous savez, les histoires d'enquête, les commissions d'enquête en Algérie depuis l'indépendance, toutes ces ouvertures d'informations judiciaires quand il s'agit d'affaires très importantes, sont souvent manipulées, voire trahies par le fonctionnement politique de notre pays. Est-ce que c'est un rendement de compte par rapport à celui au chef de ce centre, de ce sinistre centre qui est Antar? C'est une question. Est-ce que, et je doute très fort que ce soit l'ère de Jazair al-Jadida, parce que tous les éléments nous indiquent que c'est faux. Est-ce que c'est une tentative de faire peur davantage aux étudiants, comme la question a été posée par vous-même? Tout ça, de toute façon, participe à une tentative de manipulation, de récupération, bien au contraire, d'absorption de cette colère populaire. Et restez avec nous, Aïssa Rahmoun. Nous allons rester dans cet angle de terroriser les étudiants pour les empêcher d'être à la tête du Hirak, puisque tout le monde sait que les étudiants et leur fameux mardi, le mardi des étudiants, a beaucoup compté dans le Hirak, et que le régime qui est en train aujourd'hui de faire feu de tout bois, d'user de toutes les tactiques, toutes les stratégies, tous les moyens dont il dispose pour terroriser les principales avant-gardes du Hirak et ne va reculer devant rien. L'affaire Walid Naqesh nous renseigne très bien sur cet état d'esprit. Mais nous allons écouter d'abord M. Belhimer, le porte-parole du gouvernement et néanmoins ministre de la presse ou de la publicité, comme disent certains. Et nous allons écouter ce qu'il pense de l'état de droit dont il nous parle. Écoutons-le. D'abord, Monsieur le Ministre, l'affaire et le procès de Khaled Drarni ont suscité beaucoup de solidarité, à l'international notamment. Des journalistes qui le soutiennent trouvent que c'est un jugement et un procès injuste. Ses avocats parlent toujours de son innocence. Que dites-vous par rapport à ça? Pour moi, les choses sont très simples.
Ne vous attendez pas, de la part d'un ministre membre de l'exécutif, de surcroît ancien professeur de droit, ne vous attendez pas à ce que je me prononce sur une institution qui est indépendante et séparée de mon pouvoir, de notre pouvoir exécutif. Je n'ai pas à m'immiscer ni dans le secret judiciaire, ni à commenter l'autorité de la chose jugée, comme on dit dans le droit. Et ce, d'autant plus que je suis un fervent défenseur de l'état de droit. Pour moi, l'état de droit, ce sont deux piliers fondamentaux. Des lois effectives, des lois qui ont cours dans la vie quotidienne, et une exécution des décisions de justice par les juridictions. En dehors de cet état de droit, je ne reconnais aucun autre logiciel de gouvernance. Et cet état de droit m'interdit justement de commenter les décisions de justice. Encore. Yasmina Bennini, on croit rêver, monsieur le porte-parole du gouvernement, qui nous parle de séparation des pouvoirs, qui s'interdit, pouvoir. Oui, et qui s'interdit de commenter une décision de justice venant de juridictions libres, alors que tout un chacun en Algérie. Il n'y a pas un Algérien qui ne sait pas que la justice fonctionne au téléphone, que la justice n'est pas libre, qu'elle n'est pas indépendante. Et puis, il nous dit même qu'il est un fervent défenseur de l'état de droit et qu'en dehors de cet état de droit, il ne reconnaît aucun logiciel qui pourrait interférer dans... Alors que tout le monde sait que c'est la junte, c'est la gérontocratie militaire qui commande la justice, qui lui ordonne ses verdicts, qui lui commande de libérer un tel, qui lui commande de libérer tout père quand elle a voulu le faire libérer, qui lui a ordonné de le mettre en prison quand elle a voulu le mettre en prison, qui a ordonné de classer l'affaire Nazar qui avait été condamné à 20 ans de prison sans autre forme de procès, sans même le faire traduire de nouveau. C'est incroyable de l'écouter, ce monsieur. C'est incroyable. Il est sur une autre planète. Oui, ils sont hors sol de toutes les façons, en général, mais je ne dirais pas de lui qu'il est hors sol. Il est tout simplement dans la compromission depuis toujours. Tout ceci n'est pas nouveau, déjà en tant que journaliste. Et puis, il a été journaliste. Oui. Et il a été professeur de droit à l'université d'Alger, la prestigieuse université d'Alger. Ouais, enfin, ce qui fut la prestigieuse université. Oui, puis ils s'en prévaut. C'est toujours justement ces questions de l'expertise, de l'expérience, d'un ton docte, pour asséner des contre-vérités. Mais plus personne n'y croit. Ne serait-ce que pour ce qu'il fait, pour le quatrième pouvoir, il parle de la séparation des pouvoirs, du respect du pouvoir, de l'état de droit, de l'état de droit, etc. Qu'il s'interdit, lui, en tant que membre de l'exécutif, d'interférer dans les verdicts. Oui, mais il interfère déjà dans le journalisme. Ouais. Il interfère dans la liberté d'opinion, il interfère dans la liberté, dans le droit de la presse, dans la liberté de la presse. Il intervient déjà dans tout ça. Ouais. Où est le respect de la séparation des pouvoirs? Où est-il? On ne le voit pas. Déjà, en tant que, enfin, dans son portefeuille, dans ses prérogatives actuelles, il est, disons-le, hein, la honte du journalisme et de la liberté d'expression. Il est la honte du respect de la séparation des pouvoirs. Mais il est en terrain conquis, puisque la plupart des journalistes sont comme lui. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois... Je m'excuse de le dire comme ça, mais la plupart des chaînes de télévision qui émettent le font par complaisance, par corruption. Les journaux qui reçoivent de la publicité, pareil. Des journalistes très connus qui font dans le règlement de compte des uns contre les autres, qui se font le bâton de Flan contre Felten. Quand les clans de l'armée le font eux-mêmes, je veux dire, tous les coups sont permis. Hein. C'est Belhimer, maintenant on le sait, je veux dire... C'est incroyable. C'est incroyable, oui. Mais Mohamed Ben Aissa, comment ils font ces gens? Franchement, c'est une vraie question que je pose. Je mène la bâche, je ne la joue pas. Comment ils font ces gens pour avoir autant d'assurance alors qu'ils sont dans la... C'est indescriptible, je ne peux même pas qualifier ça, c'est inqualifiable. Ils sont dans quelque chose de sale,
dans quelque chose d'ignoble, d'odieux. Comment ils font pour avoir aussi bonne contenance et être comme ça, droit dans leurs bottes, à nous asséner de telles choses? Je ne te cache pas, Jamaluddin, moi aussi, je me pose la question. Et je pense beaucoup parmi le peuple algérien se posent la question. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tellement choquant d'entendre ça, de dire la chose et son contraire. D'autant plus que Belhimr était journaliste, Oui. que Belhimr a subi la censure des généraux dans les années 90, 92 ou 94, le jour où l'assassinat de Mohamed Boudiaf, Allah yarhamou. Donc lui, il a titré que Mohamed Boudiaf a été assassiné par la mafia politico-militaire. Oui. Et ils l'ont interdit un journal, puis un deuxième journal, puis il est rentré dans les rangs. Et n'oublions pas qu'il était directeur de marketing de la NEP, de la fameuse agence qui finance, soi-disant, les médias. La carotte de la presse. Voilà. Donc, on se pose la question sur lui et sur un autre membre du gouvernement qui était, avant la Révolution, avant le 22 février, censé être faisant partie de cette intelligentsia algérienne qui incarne autre chose que le système. Farhat Aïtali. Farhat Aïtali, par exemple. Donc, ces deux personnes, en fait, étonnent beaucoup et en même temps n'étonnent pas. Pourquoi? Parce que le fait d'accepter, pour moi, le fait d'accepter de rentrer dans un gouvernement, dans ce temps précis, absolument, au trouble, dans une révolte populaire, on remet tout à plat, on veut reconstruire un vrai pays sur des bonnes bases. On était cette fois-ci dans le cœur du problème algérien, à ce moment-là où le peuple est en train de désavouer le pouvoir en place. Tu viens, tu donnes une main forte à ce système. Et en plus, tu occupes quoi? Le porte-parole. Porte-parole du gouvernement. C'est tout dire, en fait. Donc, quand on voit pour blanchir le gouvernement et dire ces absurdités dans un journal français, alors que je suis sûr que la journaliste et même tous ceux qui écoutent ce qu'il dit, disent que vous n'avez pas honte. Et tout le monde en sait. Après, quand il a osé dire que dans la prison algérienne, il n'y a pas un journaliste. Alors qu'on a les vidéos qu'il était interviewé par Khaled Drarni. Donc Khaled Drarni, quand il a été interviewé, lui-même. Il était quoi, Khaled Drarni? Macron. Oui, mais parlons de son cas, lui. Il était quoi, Khaled Drarni, à ce cas-là? C'était quoi? C'était un youtubeur? C'était quoi? C'était un radio-trottoir? Et lui, qu'est-ce qu'il faisait Et il dit il n'est pas en prison pour avoir exercé le métier de journaliste. Dans le même temps où il dit, il faisait du journalisme, mais sans agrément. Alors qu'il sait très bien, en tant que journaliste, qu'est-ce qu'il a subi, lui, quand il avait son journal? Il sait qu'on ne donne pas la carte de presse en Algérie, on ne donnera jamais à des gens qui ne sortent pas des rouages du système. Donc, quand il parle de l'état de droit, après, je le comprends. Je suis d'accord sur la première partie de son intervention, quand il dit, oui, j'interfère pas sur une décision de justice. Oui, légalement, on n'a pas le droit dans un état de droit. Mais est-ce que, déjà, on est dans un état de droit? Est-ce que... Lui, d'après lui, oui. Oui, mais je ne sais pas, j'aimerais bien l'avoir pour discuter avec lui sur sa conception d'état de droit. Je pense qu'il est à côté de la plaque. Je ne sais pas ce qu'il enseignait aux étudiants à la fac, sachant qu'il était prof de droit. Ce n'est pas possible, l'état de droit. Premièrement, on ne peut pas avoir les emprisonnements actuels. On a presque 80 prisonniers du Hirak, des jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces jeunes-là? Ils ont juste fait un post sur Facebook. Donc, comment on peut accepter cette situation? Et parlons d'état de droit où les magistrats... Mais dans l'état de droit, la première des choses, c'est que l'armée n'est pas le maître du pays. Or, aujourd'hui, en Algérie, l'armée ne se cache même plus. Elle a fait introduire une clause dans la Constitution, enfin une disposition dans la Constitution, l'alinéa 4 de l'article 30, où elle a le droit de s'ingérer dans toute décision politique qu'elle juge utile. Dans toute. C'est clair, ça veut dire que plus personne ne pourra lui reprocher constitutionnellement de faire de la politique. Donc, ce n'est pas un état de droit. Oui, mais en temps de révolte, on va tout à l'heure peut-être en parler de leur revue de presse, en temps de révolte, les lois et les institutions qui ont précédé la révolte n'ont aucune valeur. Parce que c'est le peuple qui donne légitimité. Au sens humain, on dit l'État est une abstraction que si elle n'est pas incarnée, elle n'a aucune valeur. Donc leurs textes, eux-mêmes déjà, ne les appliquent pas. Le peuple algérien ne croit pas à leurs textes. Donc ils le savent très bien. Une fois que le peuple se révolte, tout ce qu'ils ont construit depuis même l'indépendance va tomber dans l'eau. Donc l'armée, en ce moment, elle flippe. Il faut le dire. L'armée, elle a peur. Oui. Elle a peur. Le fait qu'elle sorte une revue de presse avec ce langage, avec ce ton, oui, c'est que l'édito de dernier édito. Voilà, c'est terrible, hein, c'est choquant. Hein. C'est qu'elle a peur.
C'est qu'elle a peur. Et donc, elle envoie ses agents, en fait. Moi, je considère comme un agent. C'est pas un ministre ni un intellectuel. C'est des agents, c'est des... En parlant des mercenaires, pour moi, c'est un mercenaire, entre parenthèses, avec tout le respect qu'on peut lui donner, qu'on doit à une fonction d'un ministre. Mais on peut pas vendre son âme. On ne peut pas vendre sa dignité. Et surtout, lui qui a fréquenté les cercles, on va dire, français, internationaux dans ses recherches, lui qui s'asseyait avec ses pairs à lui, des conférenciers, lui qui parlait, qui donnait des conférences un petit peu partout, qui faisait des notes pour l'Institut qui est lié à la Défense nationale, au ministère de la Défense nationale en France. Donc lui qui avait... Qui est réellement, j'allais dire... Il respire la compétence, il respire le talent, il respire... C'est pas n'importe qui, Monsieur Belheimer. Mais enfin, la compétence, ce n'est pas que du cognitif. Hein. Oui, mais... Et quant à l'état de droit, oui. Je suis d'accord avec Si Mohamed quand il dit qu'en période insurrectionnelle, tout est à remettre à plat. Mais enfin, tout a été récemment remis à plat au point de nous aplatir, parce que ça a été nous faire violence, nous, le peuple. Mais ensuite, tous les textes qui ont précédé n'étaient pas légitimes et nous n'étions pas de toutes les façons dans un état de droit. L'a-t-on jamais été, d'ailleurs? L'a-t-on jamais été? Oui. Eh bien, moi, je réponds. Est-ce que je peux répondre? C'est moi l'invité. Alors, répondez alors. Est-ce que nous sommes dans un état de droit? Mais bien sûr que est-ce qu'on l'a été un jour? Est-ce qu'on l'a été un jour? On ne l'a jamais été. Okay. À partir du moment où l'indépendance a été confisquée par l'armée des frontières, déjà, le verre était dans la pomme. Le péché originel était déjà là. Et tout ce qui s'en est suivi. D'ailleurs, à propos du journalisme, parce que vous en parliez, et c'est quand même à Marotte, dans un État qui se respecte, le journalisme peut s'exercer sans carte de presse. Oui, j'allais le dire à Mohamed tout à l'heure. Par exemple, ici, tout n'est pas parfait, la démocratie est relative, et d'ailleurs, la France est une semi-démocratie maintenant, si on en juge par le dernier article de The Economist. Mais bon, pour ce qui est du droit d'exercer le métier de journaliste, il se trouve que ici, si une entreprise de presse vous recrute, vous êtes de fait journaliste. Vous êtes d'ailleurs journaliste, vous n'êtes pas diplômé, monsieur Benchenouf, d'une école de journalisme, mais d'une école de sociologie, d'une université de sociologie, je crois, mais vous êtes journaliste, personne ne peut Non, moi je suis journaliste autodidacte, rien à voir avec le journalisme. Ça n'existe pas, le journalisme. Mais pour apporter de l'eau à votre moulin, moi je suis journaliste depuis 2003 ici. Oui. Mais je n'ai eu ma carte de presse qu'il y a 2 ans. Vous savez pourquoi je l'ai demandé? Pour pouvoir accéder à certaines conférences, voilà. certaines... Oui. C'est pour présenter. Alors, laissez-moi... On ne me l'a jamais demandé. Alors, jamais. Oui, voilà. Ni exigé. Voilà. Alors, laissez-moi expliquer simplement comment on l'obtient, puisque vous ne l'avez pas fait. Si, je l'ai. Non, vous ne l'avez pas fait. Attendez. Ouais. Donc, vous êtes... Alors, vous dites journaliste autodidacte parce que vous avez l'impression d'être arrivé par une porte dérobée. Mais vous êtes journaliste, vous n'êtes même pas journaliste autodidacte, vous êtes journaliste. Oui, parce que vous exercez de fait et personne ne pourra vous le dénier. Même quelqu'un qui sort d'une école de journalisme, s'il n'a pas exercé journalisme, il n'est pas journaliste. Ouais. Voilà. Et donc, nous sommes, pour revenir à l'Algérie, puisque c'est le noyau de la discussion, c'est... En Algérie, il n'y a pas de journalisme à ce point, puisque le journalisme est une fonction. Un journaliste a été réduit à l'état de fonctionnaire. Et il est là le problème. Il a été asservi, aliéné. Je parle du public, mais même le privé. Quand le privé s'exprime et qu'il exerce vraiment sa liberté de presse, vous voyez bien comment il est muselé. Comme, la liste est longue. Mais vous avez aussi des chaînes, comme vous le savez, qui sont complètement aliénées, bien que privées, parce que c'est une façon de faire croire et qui n'ont rien à voir avec le journalisme de la presse et qui n'ont rien à voir avec le journalisme et qui sont pourtant agréés. Rien à voir. Alors, je rappelle aussi une chose que peut-être beaucoup de nos téléspectateurs ne savent pas, c'est qu'on peut être journaliste sans être agréé par l'État où on demeure, qu'on soit étranger ou national. Absolument. On peut être journaliste. Alors, nous allons écouter monsieur... Ah oui, juste un point quand même, parce qu'on en a parlé. La carte de presse, encore une fois, s'obtient ici quand 50% de vos revenus minimum provient d'une fonction de la presse. Voilà. Et avant de revenir avec Aïssa Rahmoun sur l'affaire des étudiants, parce que c'est le sujet central d'aujourd'hui, sur ces menaces qui pèsent sur
l'avant-garde étudiantine du Hirak. Nous allons encore écouter M. Belhamer nous parler de la presse, de l'agrément, de la carte de presse, etc. Nous allons l'écouter. Pour Khaled Drarni, vous sentez que c'est une pression et une ingérence, c'est ça? C'est une ingérence inadmissible. D'autant plus inadmissible que les Algériens sont très attachés par patriotisme à une souveraineté fraîchement acquise et qu'ils ne tolèrent aucune voix venant d'outre-mer. Beaucoup d'ONG, beaucoup de journalistes ont plus ou moins relevé que la liberté d'expression, après le procès de Drarni, est plus ou moins... Je suis rassuré par le fait que les faits qualifiés par la chambre d'accusation en première instance n'ont aucun rapport avec l'exercice de la profession de journaliste. Et ce, d'autant plus que... Et pourtant, Khaled Drarni est journaliste. Non, il peut être journaliste, mais il n'a rien fait pour formaliser cette qualité de journaliste. C'est-à-dire ? Il n'a pas d'agrément pour être correspondant d'un média étranger. Mais il n'a jamais demandé un agrément pour l'être. Il a nié le fait d'être correspondant avec des chaînes étrangères. Comment expliquez-vous ça? Comment vous pouvez qualifier le travail de quelqu'un qui tous les jours assure la couverture, tous les jours, au quotidien, assure la couverture d'événements d'importance nationale, envoie des images à des médias étrangers, commande ces images, perçoit une rémunération en contrepartie et vous dit ce n'est pas un travail de correspondant. C'est quoi alors comme travail? C'est quoi? Alors, je signale qu'il n'a pas dit correspondant d'un média étranger. Il a dit correspondant d'un État étranger. Oui. Ah oui. C'est le pli. C'est incroyable. Parce qu'un journaliste en Algérie, par définition, acquis à la cause de l'État. C'est incroyable, c'est incroyable. Moi, il y a des moments où j'ai honte d'être journaliste. Ben oui. Franchement. Et puis, quand ce journaliste ce journaliste, ne lui en déplaise, qui a interviewé jusqu'au président imposé aux Algériens, eh bien, on n'a pas vu... alors, Drarni a été sanctionné, mais pas le média qui le faisait travailler. Il a bien des fiches de paye. L'État, c'est un correspondant d'un État étranger. Mais c'est l'État il travaillait pour l'État. Il travaillait pour je ne sais pas quel État sur Mars. Non, pour eux. Ensuite, ils ont puni enfin, ils auraient dû punir aussi l'État pour lequel il était le correspondant. Alors, Issa Rahmoun, commentaire avant que nous ne revenions sur les étudiants et le spectre du terrorisme du régime algérien qui semble vouloir s'exercer contre eux. Ben oui, j'ai un commentaire puis un témoignage. Oui. À l'occasion, notre organisation, le RAJ, Bnat Farman Soumer, 9 organisations en tout, nous avons à un certain moment, ça remonte à 3-4 ans, si je ne me trompe pas, préparé un projet alternatif par rapport au projet sur la loi sur les associations, la loi 06-12. Et du coup, donc, on était dans l'obligation d'engager un expert parce que nous étions un groupe de 9 organisations, ONG. Il nous fallait un expert pour une rédaction juridique qui soit la plus correcte possible. L'expert choisi par les 9 ONG était Ammar Belhamer. Et pour l'histoire, ce projet était fait avec le réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme. Et Ammar Belhamer avait reçu une rémunération. Je lui rappelle seulement Bark se fait. Est-ce qu'il était payé par l'État dont le siège du réseau est là, ou est-ce qu'il était payé par l'organisation elle-même? Donc il n'a pas à dire aujourd'hui que Drarni est correspondant d'un État étranger ou d'un média étranger. Connaissant Belhamer, il a aussi travaillé, monnayant son travail, ses expertises. Il n'a pas le droit, il n'a plus le droit de mentir pour les Algériens. Il n'a plus le droit de déclamer des contre-vérités.
lui qui était aussi quelqu'un qui travaillait avec des ONG, avec des bureaux d'expertise, avec des think tanks un peu partout dans le monde. Alors Donc, nous aussi, nous ne dirons pas il a reçu des rémunérations d'une institution, d'un organisme, d'une ONG. Nous dirons il a reçu une rémunération d'un État étranger. d'un État On fait comme étranger, lui. barakallahu fik. Voilà. Barakallahu fik. Alors, nous allons d'abord regarder, Issa Rahmoun, un rassemblement d'étudiants à Alger hier. Regardons ensemble. Rappelons que les universités sont en effervescence après le décès de Nassera Bkhouch, des étudiants et des étudiantes qui vivent dans les affres, j'allais dire, de la misère. Au moment où les COUS, les gens qui s'occupent de la logistique, de l'alimentation, de l'immobilier des étudiants sont hyper connus pour la grande corruption qui règne en leur sein. Dans le même temps, des étudiants sont obligés de servir de résistance pour se chauffer ou se faire à manger. Et une étudiante a été brûlée vive pour s'être servie d'un de ces machins. Et les étudiants essayent à travers tout le pays de lui apporter leur soutien. Nous allons regarder. Nassera Bkhouch Rabbi Yarhamha, qui nous allons la regarder être évacuée par l'ambulance avant son décès. شاهد لحظة إخراج جثمان المرحومة بكوش نصيرة من البناية التي لقيت فيها حتفها صبيحة اليوم وسط تكبيرات صديقاتها وكل طلبة الجامعيين الموجودين في الإقامة. ربنا اجعلها من أهل الجنة. Pardon, c'était après son décès. Elle est décédée sur place. Rabbi Yarhamha. Alors, Issa Rahmoun, sur ce qu'endurent les étudiants et sur ce monstre de répression qui est en train de s'abattre sur les étudiants, surtout pour les dissuader, pour les terroriser, pour les empêcher de se remettre à la tête du Hirak. Je dirais qu'ils se trompent réellement, parce que bon, j'étais étudiant aussi, et on a vécu les mêmes situations, la misère sociale. Rappelez-vous que la bourse de l'étudiant, c'était à 2700 dinars. 2700 dinars ne suffisent aucunement pour une denrée de 3 à 4 jours. Et réellement, tous les étudiants, tous les cadres actuels algériens ont vécu cette misère dans les universités. Je dirais que il ne faut pas qu'on se trompe. C'est un conseil pour les étudiants d'aujourd'hui qui sont impliqués dans le Hirak. Il ne faut pas revoir ces revendications comme étant des revendications de type social, de type augmentation de bourse ou revoir un peu la vie des étudiants en général, pédagogique et sociale à la fois. Il ne faut pas que les avocats aussi, que les médecins, que toutes les corporations s'inscrivent dans des revendications corporatistes. Ça m'a déçu réellement que le cas Walid Nqish, permettez-moi, si Jamal, d'interpeller d'une manière, mais aussi de dénoncer tous les médecins algériens qui, à l'occasion d'une présentation d'un inculpé devant un médecin qui est dans une polyclinique, dans un hôpital, qui constate réellement qu'il y a eu violence sur l'inculpé et qui délivre un certificat médical, rien n'y arrive.
le message du ministre de la Justice en direction des avocats. Et ça, c'est la contre-révolution, effectivement. Quand il déclare que j'ai des amis avocats, qu'on a travaillé ensemble, et dans un esprit sportif, dans un esprit amical. Un clin d'œil pour la défense, il ne faut pas que le barreau national, que les bâtonniers acceptent ou succombent à ce chant de sirène. La même chose pour les étudiants. Quand ils voient leurs revendications, ils revoient leurs revendications en termes de revendications sociopédagogiques, ça échappe au projet révolutionnaire du Hirak. C'est tout ça qui est la contre-révolution réellement. Les messages donnés par Belhimar en direction de ces jeunes qui veulent investir dans le monde des médias, qui est un monde juteux à la Kouléha, qui, avec la publicité, on peut devenir milliardaire en l'espace de 2-3 années. Donc, tout ça, l'échiquier, et je dirais que c'est la dernière tentative du régime, par cet arsenal de manipulation, d'offres de services, de courtiser tout ce qui ressort comme élément, comme force vive du Hirak, font objet de clins d'œil, de chants de sirène de ce régime. Ils sont à leur dernière étape. Actuellement, l'exercice pour les Algériens en général, pour toutes les corporations et surtout les avocats, c'est un exercice existentiel. Est-ce qu'on va être un État de droit? Est-ce qu'on va être dans un processus de construction d'un État démocratique ou est-ce qu'on va succomber au son des sirènes, au son de la mangeoire? C'est ça la vraie question. Le rôle de l'intellectuel aujourd'hui... Mais Issa Rahmoun, ce régime est en train de faire feu de tout bois. Jamais, depuis le début des Hirak, même pendant la période Gaïd Saleh, où tous les moyens ont pourtant été déployés, mais c'était d'une façon un peu brouillonne et un peu primaire. Utiliser la justice pour réprimer, utiliser la police, fermer les villes, faire le blocus sur Alger pour empêcher les grands rendez-vous du vendredi et du mardi. C'était un peu brutal et un peu sommaire. Mais là, en l'occurrence, tous les moyens du régime ont été déployés dans un but clair, subvertir le Hirak, l'empêcher de reprendre coûte que coûte. En plus des contraintes de la pandémie, bien sûr, qui empêchent les gens de sortir. Mais là, en l'occurrence, ils sont en train de... au point où M. Belhimr promet de donner 1 milliard à quiconque veut lancer un site Internet pour défendre l'Algérie. En fait, tout le monde aura compris, pour défendre le régime, la junte, l'oligarchie, la gérontocratie militaire. On le voit très bien à travers les médias, par exemple, où l'armée, les activités de l'armée occupent 60 à 70% des horaires du JT, où on passe notre temps à écouter les uns et les autres nous apprendre qu'une déclaration de guerre est imminente contre notre voisin, que nous sommes menacés dans nos frontières avec le Mali, la Libye, que le terrorisme a été reconvoqué, puisque maintenant, il y a plus de semaines où on n'entend pas parler d'accrochage avec les terroristes. Donc, en ce moment, il y a une véritable opération subversion. D'abord contre les étudiants, mais pas seulement, contre vous, les avocats, contre tous les fers de lance du Hirak, contre les médecins, contre... Comment faire, Issa Rahmoun, pour essayer de contrecarrer cette menée subversive, pour essayer de résister, pour essayer de s'organiser, pour que les uns et les autres qui composent ce Hirak se rallient, s'entraident, qui n'aillent pas à la bataille en ordre dispersé et qu'il y ait une résistance intelligente. Comment faire, Issa Rahmoun, et excusez la longueur de la question. Non, il n'y a pas de souci, c'est Jamal, parfaitement. Je suis tout à fait d'accord, mais je dirais aussi que le Hirak on ne doit pas nous faire de limites. Réellement, le 20 juillet, à l'occasion du 2e anniversaire du Hirak, on ne doit pas se focaliser seulement sur cette date, au risque de se tromper, de stratégie. Une révolution, c'est une révolution à tous les sens, c'est dans tous les sens, dans
tous les chapitres qui consacrent la construction démocratique. La révolution, elle est très large, elle est continue, elle est permanente. Donc il ne faut pas qu'on se trompe en disant que le seul 22 est la meilleure date. C'est l'une des dates les plus importantes du Hirak, mais ce n'est pas la seule date, parce que le Hirak doit être continu. Effectivement, le régime, dans sa logique, et c'est de bonne guerre. En guerre, on ne donne pas de fleurs, on n'offre pas de la camomille, on n'offre pas des roses à son adversaire. الحرب خداع. Seulement, le Hirak a réussi une chose très exceptionnelle. C'est le fait de faire sortir cette grande muette qui est l'état-major de l'armée. L'Alen. Maintenant, ils sont découverts, ils sont dénudés. Le peuple, aujourd'hui, et l'opinion nationale et internationale, malgré les médias publics, malgré les médias privés, malgré les charognards de la presse, réellement, les courtisans de la presse, malgré les larbins du régime installés un peu partout dans tous les corps qui constituent l'ambiance sociale du pays en général, on connaît tous que le seul vrai décideur politique dans ce pays, c'est l'état-major de l'armée. Dès lors, la bipolarisation de la révolution, elle est claire. L'état-major de l'armée, d'une partie, avec tout, et le peuple de l'autre côté. Maintenant, la responsabilité, c'est aussi la responsabilité de l'élite. Et quand on parle de l'élite, ce n'est pas seulement les avocats, ce n'est pas seulement les médecins, ce n'est pas seulement les corporations, c'est les activistes, c'est les hommes de lettres, c'est les artistes, c'est toute ça devrait être les journalistes aussi dans un autre monde, malheureusement. Mais restez avec nous. Je reviens. Il y a des journalistes que je voulais dire, si jamais, il ne faut pas désespérer, surtout ces journalistes qui sont là, qui résistent, qui Bien donnent sûr. le meilleur demain parce qu'ils existent. Fort heureusement, on les connaît. Fort heureusement que je salue d'ailleurs ces journalistes courageux qui sont tellement seuls au milieu d'un océan de déchéance, j'allais dire. Mais restez avec nous, Issa Rahmoun. Je vais reposer la même question à vous deux. Mais avant, nous allons écouter encore M. Belhemr. Je suis désolé de devoir vous l'infliger comme ça. C'est une torture. Il va nous parler de... C'est une torture. Hein. Moi j'en suis arrivé au point où il me fait un peu de la peine, je vous assure. Non, mais c'est une torture psychologique. Alors, nous allons écouter, nous dire, nous apprendre que la Constitution qui a été votée par les Algériens, alors que tout le monde sait qu'elle a été boycottée, il nous dit que la Constitution correspond aux revendications du Hirak. Nous allons écouter. L'amendement constitutionnel est le premier engagement des 54 engagements électoraux du président de la République. Très simple. Il faut une nouvelle constitution conforme aux revendications du mouvement populaire, le Hirak, du 22 février 2019. Le président de la République a béni le Hirak et il s'est engagé à mettre en œuvre ces revendications. L'une de ces revendications, c'est l'affermissement donc de l'exercice démocratique, une plus grande séparation du pouvoir, un plus grand attachement aux lois, en créant une cour constitutionnelle, en assurant par une disposition particulière ce qu'on appelle la sécurité juridique pour la première fois dans notre pays, donc la stabilité des normes, la prévisibilité des normes et la lisibilité des normes. Il faut impérativement renforcer l'état de droit si vous voulez que la presse soit réellement une presse libre. Il n'y a pas de presse libre sans société démocratique. Ce n'est pas possible. Et une société démocratique repose sur une loi fondamentale qui assure la démocratie. Merci beaucoup, M. Ahmad Belhemr. Ahmed Ben Issa, la façon avec laquelle il assène ses truismes, hein, c'est incroyable. Le président a béni le Hirak et la Constitution, l'amendement constitutionnel est venu satisfaire les revendications. C'est incroyable. Hein,
On a un exemple de grande nature de ce qu'on appelle le révisionnisme d'un État, en fait. Donc, Le déni. le déni, donc les responsables algériens nous ont appris depuis l'indépendance à falsifier tout. Ils ont falsifié l'histoire de la Révolution, ils ont falsifié l'histoire de l'Algérie post-indépendance, ils ont falsifié une période tragique que le peuple a vécue à partir des années 90. Et là, ils sont en train de falsifier encore une fois une révolution aussi populaire, aussi surprenante, aussi magique qu'on ne s'attendait pas à ce qu'en 2019, le peuple algérien allait se réveiller de cette manière. Là, il est en train de dire des mensonges en direct. Des mensonges, en fait. En direct, parce qu'en fait, lui, dans cet exercice, c'est très facile. Donc, il est dans un média étranger. Je pense qu'on ne va pas trop parler de ce média qui, depuis un certain moment, sert à blanchir un petit peu l'image de Tebboune et de son système un petit peu en France et ailleurs. Et on sait très bien les relations qu'entretient Tebboune avec la France, alors qu'en Algérie, on parle de la main Comment étrangère. c'est les encouragements de Macron Macron au courage de Tebboune? La première interview a été accordée aux médias français. Donc on sait très bien le rapport entre Tebboune et Macron. Donc tout le monde le sait, ce n'est pas un secret maintenant. Mais comment on peut tenir des propos comme ça, en fait, quand on lit, quand on prend... Parce que maintenant, on n'est plus dans l'époque avant les réseaux sociaux. La Constitution, elle est sur Internet et on peut lire tous les articles. Rien n'a été changé dans le fond. Aucun changement dans le fond. Aucun. Pire encore, ils ont rajouté l'article que tu as relevé tout à l'heure qui ouvre un couloir à l'armée pour intervenir d'une manière officielle. S'ils parlent de l'état de droit, la base d'un état de droit, c'est la souveraineté populaire qui, dans l'article 7.8. Est-ce qu'elle a été respectée, cette souveraineté populaire? Et pire que ça, est-ce que les Algériens ont voté la Justement, Constitution? la souveraineté s'applique à travers les élections. Il y a eu un boycott. Il y avait un boycott massif. Et rejet. Donc boycott, ça veut dire rejet. Dans d'autres sociétés, on aurait tout de suite une démission du gouvernement. De Gaulle a démissionné. D'autres présidents. Ailleurs, là, on entend souvent des présidents démissionnent. Partout dans le monde. Pourquoi ? Pourquoi ils ont une dignité? Pourquoi nous n'avons pas une dignité? Donc, quand ils parlent d'état de droit où il n'y a pas de séparation de pouvoir, quel est l'état de droit dont ils parlent? Quand ils parlent de la justice où on sait très bien, le Conseil de la magistrature est nommé par le président de la République. Mais de quel état de droit? Est-ce qu'on sépare? Si on ne sépare pas les trois pouvoirs, sans parler de journalisme en tant que quatrième pouvoir, mais si on ne sépare pas déjà d'emblée, Montesquieu, quand il l'entend, il va se retourner dans sa tombe. Parce que les bases d'un état de droit, c'est la séparation de pouvoir. Ils ne sont pas séparés ni dans la Constitution de 2016, ni dans cette Constitution. On a un hyper-président qui décide dans tout. La preuve, on a vu juste il y a quelques jours, le ministre de la Justice... Oui, moi là, je ne suis pas très d'accord avec vous, mais je vous laisse poursuivre. Après, je vous... harceler, dire aux fonctionnaires que lui va faire rentrer des gens en prison. Mais de quel droit un ministre peut faire rentrer des gens en prison? Donc, le ministre de la Justice qui a dit si la bureaucratie persévère. D'ailleurs, j'aimerais que la régie nous la prépare, la vidéo de Zermati qui menace de rentrer en prison. Et puis quand il s'est rendu compte, il a voulu corriger, il a dit je donnerai l'ordre au procureur général. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. On ne donne pas d'ordre dans un état de droit, dans une justice indépendante. On ne donne pas d'ordre au juge. Le juge ne reçoit aucun ordre, nullement d'ordre. Mais quand vous dites hyper-président, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est vrai que Tebboune a des pouvoirs d'hyper-président, mais il ne les exerce qu'en façade, puisque ce n'est pas lui le président, puisqu'il n'a pas été élu par le peuple, puisqu'il est sorti d'une casquette, puisqu'il règne au nom de ceux qui sont derrière et qui lui téléphonent quoi faire. Donc on ne peut pas dire un hyper-président. Non, mais en fait, le montage, la manœuvre de toute dictature, de toute armée, c'est de rassembler le pouvoir dans un seule personne et institution. Pour ne pas avoir à donner beaucoup de coups de fil. Pour qu'il n'y aura pas un contre-pouvoir. Imaginons dans d'autres situations où le Parlement partage. Les militaires ne peuvent plus garder. Donc pour eux, comme avant, comme Bouteflika, comme Saïd Bouteflika, comme avant, donc on a un seul interlocuteur qui est le président. On sait qu'il ne gouverne pas, on sait qu'il reçoit des ordres, il reçoit une feuille de route chaque semaine, je ne sais pas, Al-Mouradiya, et qu'il exécute. Et s'il n'exécute pas, on sait très bien. Et là non plus, je ne suis pas d'accord avec vous sur un point. Pardonnez-moi, mon cher Mohamed. Bouteflika, c'était un vrai hyper-président. Il avait mis tous les généraux dans sa poche en leur remplissant les leurs. Il a recruté parmi eux le général le plus contrôlable qui était Gaït Salah parce qu'il tenait des dossiers sur lui.
Et c'était lui qui régnait. Et quand il est tombé malade, il était tellement fort que son frère a pu régner en son nom rien qu'en l'utilisant. Et c'est Saïd qui est devenu le vrai patron de l'armée. Oui, mais avant le Hirak. Oui, avant la maladie de Bouteflika, c'est vrai, il y avait une concurrence entre les deux institutions, l'institution, la présidence et l'armée, qui a fini par un partage de pouvoir. Absolument. Il y avait un partage de pouvoir. Mais on sait très bien que Bouteflika, dans les décisions importantes, ne décide pas avant d'aller demander à ses Mais il les avait collègues. achetés, il les Oui, avait bien sûr. corrompus, il leur Bien avait sûr. donné de quoi acheter des armements et des commissions d'armement. Dans un donc, état de droit, un président ne consulte pas l'armée pour des décisions stratégiques Absolument, sur absolument. l'investissement, sur la politique, sur les partis politiques. Donc c'est anti-politique, antidémocratique. Ça ne relève pas des normes actuelles. Là, on a vu récemment le classement de l'Algérie. On n'est même pas dans les pays hybrides, on est dans les pays autoritaires maintenant. Et tout le monde le sait. Oui, oui, on vient d'être voilà, on est vraiment classé. Ça y est. Mais sinon, comment faire? La question que j'ai posée à Issa Rahmoun avant d'aller vers Yasmina, comment faire pour essayer de faire la jonction entre les principales avant-gardes du Hirak, les étudiants, les avocats, les universitaires, c'est-à-dire les professeurs d'université, enseignants universitaires, les harouches, comme on dit. Comment faire pour essayer de faire jonction entre toutes ces avant-gardes du Hirak pour qu'elles soient en mesure de mieux résister à ces coups de boutoir de la contre-révolution? Il faut l'avouer, c'est Jamel, qu'actuellement, on passe par des moments difficiles. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas dire que oui, le peuple algérien, le Hirak est Superman. Non, pas du tout. Actuellement, on a hérité d'une dictature de plus de 59 ans, 60 ans bientôt, anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. 60 ans, on n'a pas eu de société civile, on n'a pas eu de mœurs démocratiques, on n'a pas eu de culture démocratique, on n'a jamais eu cette occasion d'exercer d'une manière légale et tranquille même la démocratie. Donc on a hérité aussi beaucoup de choses de ce système. On a hérité beaucoup de maux de ce système. Je vous dis à toute franchise, dans nos élites politiques en Algérie, chacun pense que lui, tout seul, il incarne la solution. Donc ce travail collectif, ce partage, ces discussions, cet échange, le consensus n'est pas une norme en Algérie, n'est pas encore une valeur sûre chez l'élite politique algérienne, il faut le reconnaître, même parmi les acteurs du Hirak, on le dit fortement, ce n'est pas encore la norme. Aussi, le système a très bien investi dans la décennie noire en récupérant une bonne élite, ce qu'on appelle une élite francophone, une élite laïque, une élite qui s'est alignée à la feuille de route, ou même voilà, à la narration du système, en disant que tout ce qui s'est passé dans les années 90, que le fils et les mouvements islamistes, et qu'on a qui passent à l'islam, prennent cette responsabilité et du coup ils veulent imposer une certaine... De l'autre côté, des gens prennent ça contre leur culture, leur identité, leur religion. Donc on veut créer cette polarité dans la société algérienne. On le voit très bien là récemment, vous avez vu avec le soi-disant Jabel Khir qui sort des choses à gauche-droite et qui ramène des acteurs du Hirak vers ces sujets où on parle de liberté de croyance et liberté de parler de la religion alors qu'on vit actuellement sous une dictature. Donc ces élites n'arrivent pas encore à sortir de ces pièges tendus par le système et sortir un petit peu de cette littérature imposée toujours par ces militaires. Et je reviendrai à vous dans ma prochaine question pour vous, Mohamed Ben Issa, à ce complot contre le Hirak parisien, en rappelant que le Hirak parisien représente le talon d'Achille pour le régime qui a tous ses intérêts ici en France, tous ses biens, tous ses investissements, tous les fruits de ses rapines. Ce sera ma prochaine question pour vous. Est-ce que M. Zermati est prêt à nous parler? Pas encore. Alors, Yasmina, même question. Comment faire? Comment réussir une jonction entre les forces les plus en avant du Hirak? Déjà par la... Parce qu'eux, ils sont en train de converger. Tout à l'heure, avant l'émission, nous avons parlé de cette convergence de la contre-révolution. Et il semblerait qu'il y ait en effet un chef d'orchestre ou des chefs d'orchestre. En tout cas, il y a une espèce d'harmonie entre 36 guillemets. De symphonie.
de symphonie du mal. Oui. Ouais. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est faire pareil de l'autre côté, comme c'était le cas au départ. Et comme ils ont agité plein d'épouvantails, c'est le moment de se débarrasser de tous ces épouvantails. Je crois que les Algériens s'en sont quand même pas mal sortis. Il y a plein d'écueils qui ont été surmontés. Voilà, la première chose est là, parce que le Hirak, c'était une belle énergie, sans zérimisme. Il faut absolument continuer dans ce sens-là. Et faire fi de toutes les tentatives de division. On en voit beaucoup ici pour ce qui est du Hirak parisien. Moi, j'ai vu quelques tentatives, je vous en cite quelques-unes. Par exemple, quelques semaines, je crois que c'était la 3e semaine du Hirak parisien, et je crois que c'est la 3e ou 4e semaine. Première chose, 3e semaine, plusieurs forums. Nous n'avions plus une seule tribune qui nous donnait à nous autres l'opportunité de vivre une expérience commune. Il a fallu nous disperser. Donc on a physiquement dispersé, déjà par cette entreprise-là, de créer plusieurs forums. D'ailleurs, nous en sommes un petit peu revenus, entre autres grâce... moi, je vois que le PUNA, par exemple, est sur une estrade commune avec d'autres collectifs, et c'est assez louable. De même que Double Rupture se sont alliés à un autre collectif. Donc il y a une bipolarité sur la place de la République, alors que nous avons traversé une multipolarité qui était assez délétère. Ensuite, je crois qu'au quatrième semaine ici, j'ai vu, comme ça en sortant du métro, de la place de la République, d'énormes mâts, tous pareils, comme s'ils sortaient d'une même usine, d'une même boutique, avec de très grands drapeaux. Des mâts de drapeaux. Du MAC. Du MAC, vous savez, avec les feuilles d'olivier, et qui flottaient, c'était très esthétique d'ailleurs, qui flottaient comme ça lentement, parce que d'abord ils étaient très très hauts, très très grands, et donc le vent avait prise. Et j'ai vu le Hirak pratiquement au ralenti, et je me suis dit, zut, qu'est-ce qui se passe? Ça commence bien. Mais vous savez, la démocratie a ceci de bien, c'est que beaucoup plus tard, lors d'une marche, je ne sais plus laquelle, moi j'étais là sur un banc parisien, donc c'est verbatim, je témoigne, sur un banc comme ça, avec un long monopode, à regarder un peu, donc j'avais un petit peu vu sur l'ensemble, et je voyais défiler donc tout le Hirak de A à Z. Et donc certaines personnes disent, oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a les fédéralistes, etc. Ben, ils ont le droit d'exister, et puis c'est louable, la diversité. Mais ce jour-là, j'avais découvert un autre bienfait de cette diversité-là. C'est que les fédéralistes, d'abord, il y a des fédérations, même si fédéralistes, c'est-à-dire qui voudraient une Algérie fédérale. Donc, oui, mais séparé ou fédération? Parce que c'est pas la même chose. Non, non. Si c'est le MAC, c'est pas de fédéralisme. Excusez-moi, c'est pas ça que je parle. Non, vous parlez des fédéralistes. Fédéralistes, par exemple, Mohamed Bekir. Oui. Donc, j'étais sur ce banc, et pour moi, les fédéralistes, je ne savais pas comment me positionner, mais bon, c'est bien parce que ça respire la démocratie quand même, ça respire la diversité. Oui, bien sûr. La diversité est louable. Et puis, j'étais sur ce banc, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu donc toute la marche défiler, et donc clôturée par les fédéralistes ce jour-là, et derrière eux, une tentative comme ça de créer le trouble, des gens du MAC. Tu t'en souviens, oui. Mohamed? Et là, il y a eu les fédéralistes qui, en fait, ont joué le rôle de tampon, c'est-à-dire d'interface. Il y avait donc toute la marche, eux qui arrivaient derrière, et les fédéralistes qui ont su dialoguer avec eux. Parce que, voilà, et c'est valable aussi pour les conservateurs, c'est-à-dire que nous, à force... Nous, je ne parle pas de moi, mais à force de stigmatiser les uns et les autres, et je veux en venir à votre question, à force de stigmatiser les uns et les autres, on va faire de certaines parties modérées mais marquées l'extrême, et donc on va polariser les extrêmes, les pousser encore plus loin, les acculer. Et donc j'ai vu aussi bien, entre autres pour justement cela, les fédéralistes, j'ai vu comment ils avaient pu quelque part protéger la marche, et métaphoriquement le Hirak parisien et peut-être algérien, c'est-à-dire en Algérie, à l'intérieur. Oui. En tous les cas, ce jour-là, pour moi, c'était voilà une autre façon de protéger le Hirak. Ensuite, sur la place de la République, il y a eu bien sûr double rupture, tout à coup comme ça,
est quelque chose qui est monté d'un cran. D'ailleurs, on Mais voit... pourquoi est-ce qu'on fait de la publicité à un mouvement qui, en fait, ne représente presque rien? Voilà. Alors... Personnellement, je m'excuse bien... de le dire comme ça, mais bien... réellement, moi j'ai vu, j'étais à Place de la République. Pardon. Sinon, je vais perdre le fil des idées. Oui. Donc, moi, je veux bien ne pas parler de double rupture, sauf que Place de la République, ils sont là. Ils sont là, ils sont une dizaine. Ils sont là. Bon, et justement, ils ont perdu de l'énergie. Ils ont dû s'agréger à d'autres. Mais quand même, Place de la République, c'est ça qui perturbe. C'est ça qui... Mais le fait que nous en parlions, ça veut dire que nous faisons le travail qui leur a été confié, qu'ils n'ont pas pu mener à bien. Eux, ils n'ont pas pu mener à bien leur mission, et nous, quand on en parle, on leur fait de la pub. Alors, oui, mais... Je crois, je le dis comme si je le pense. Hein. Vous avez certainement raison dans une certaine mesure, mais moi, mon rôle, ce n'est pas de taire les choses. Absolument. Ils sont là. Alors, dans ces cas-là, je vais équilibrer les choses, je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu. Oui. Un jour, dans un travail journalistique, j'ai participé, j'ai assisté, j'étais témoin d'une réunion de Rachat de Paris. Oui. Et alors, j'ai vu le président de Rachat de Paris, M. Nazim Taleb, qui a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, en proposant pour une porte ouverte, il a dit, je propose ce thème, la askariya ou la théocratia. Moi, j'ai bondi sur ma chaise, je me suis dit, ah, c'est pas mal ça, c'est bien, c'est courageux, parce que ça va faire parler, ça va libérer quelque chose de bien, venant de là. Oui. Et malheureusement, c'était juste avant le confinement. Cette porte ouverte n'a pas eu lieu. Et il y a eu comme une récupération, comme ça, il y a eu, je ne sais pas si c'est un hasard, ou si c'est... Et quand ça a eu lieu, ça a empêché une certaine dynamique. Donc, il y a des choses qui se travaillent, il y a des gens qui sont assez modérés, qui pourraient lancer certaines discussions. Malheureusement, on laisse la place pour qu'elles émanent des extrêmes, des pôles extrêmes. Et moi, à la limite, je sais que ça va faire bondir ce que je vais dire, mais je vais le dire. À la limite, Rachad, même Rachad, je ne veux pas en parler dans le Hirak. Parce que pourquoi? Je m'explique. Ce sont des amis, hein, Rachad, ce sont mes amis. Mais je ne veux pas en parler dans le Hirak parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de récupération des Hirak par un noyau politique. Or, pour moi, le Hirak doit rester quasiment anonyme. Le Hirak doit être le Hirak du peuple algérien sans aucune coloration politique, quelle qu'elle soit, qu'elle soit de double rupture, qu'elle soit de Rachad, qu'elle soit du RCD, qu'elle soit du PIS, qu'elle soit de n'importe qui, le Hirak doit rester le Hirak du peuple. Le fait que Rachad ça arrive au Hirak avec son appellation de Rachad, ça risque de compromettre le Hirak parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec Rachad. Mais ils n'ont pas de tribune. Hein. Oui, mais le fait de l'annoncer comme ça. Vous allez me donner l'impression que je suis en train de les défendre. Mais il faut faire très vite parce que nous sommes à la fin. D'accord, très bien. Non, moi, ce que je vais Dernier vous tour dire, de micro. je ne vais pas faire comme M. Belhimer. Je veux dire, je décris le Hirak parisien parce que je le connais, parce qu'il participe à une certaine dynamique. Et ce que je voulais arriver à vous dire finalement, c'est que s'agissant justement de double rupture et d'autres, eh bien, ce sont des bulles de filtre. Je vous engage à chercher ce que c'est qu'une bulle de filtre. Ce sont des bulles, surtout avec les réseaux sociaux, où on a l'impression d'être quelque chose alors qu'on n'est rien. On a l'impression d'être nombreux alors qu'on n'est rien. Et on est là, et il y a et les idées se reproduisent entre elles dans une consanguinité culturelle politique, et c'est très délétère, et c'est à ça que je voulais en venir. Alors, dernier tour de micro, nous allons écouter M. Zermati, puis le dernier tour de micro. Et n'oubliez pas, Mohamed Ben Issa, que je vous avais posé une question en particulier sur le Hirak parisien. Okay. Alors, monsieur, comment il s'appelle déjà? Zermati. عن عقله يخرج الإنسان من عقله ما هوش ممكن خلاص ما هوش ممكن هل نحن نعيش في جمهورية جزائرية واحدة أم عندنا عدة جمهوريات سي كوا صا سي اون ريبيليون هذا تمرد هذا تمر ما عندوش كلمة واحدة أخرى يستعملوها ما عدا التمرد سي كوا سي مانيير لا يعني نحبوا بكل بعوتية من قوة هذه الإدارة أنها تفسد العلاقة بين المواطن والإدارة قسما بالله العلي العظيم ونعرف وتجيني معلومة في هذا الإطار من إدارات معينة غير المسؤول دخلوا الحبس وأنا مسؤول على كلامي مسؤول على كلامي نعمر النائب العام اللي يدخلوا الحبس
ما فيش حلف. الحلوة الحبس. هذا تمرد. أعطي تعليمات لكامل النواب العامين على مستوى القطر البطل أنهم يأخذوا بجدية هذه المسألة. ونسمع باللي نائب عام جات. Aïssa Rahmoun, dernier tour de micro. Nous allons avoir chacun une minute. Je suis désolé, mais la régie est derrière moi à travers l'oreillette. Aïssa Rahmoun, une minute pour le mot de la fin, s'il vous plaît. Ben, je vous prends deux minutes, sauf votre permission. Écoutez, je l'ai entendu à l'occasion d'un procès au niveau de la Commission nationale des recours de Maître Saïd Khalid, qui était radié par le barreau de Tizi Ouzou. Celui qui a défendu la cause du barreau avait dit au président du jury, voilà, au président de la commission, je me considère un Athani mutamarrid. Pourquoi tamarrud? La rébellion, c'est la première forme d'une révolution. Et les cadres, ces cadres de l'administration qui sont menacés par Zarmati, il faut qu'ils se rappellent qu'en 1997, où Yahya avait mis en prison plus de 3000 cadres dans l'opération qu'il avait appelée main propre, chemise blanche, où il se retrouve, où Yahya. L'histoire rattrape les gens autoritaires. Et en ce qui concerne la contre-révolution, ce que je voulais dire à Sidi Jamal par rapport à ces conflits qui se passent à la Place République ou bien dans les réseaux sociaux, la première forme de la contre-révolution, c'est nous-mêmes. Quand on accuse, vous savez, le degré suprême d'une dictature, c'est quand le régime arrive à faire des voisins, des gens qui se surveillent, des gens qui espionnent le voisin. C'est la première forme de la dictature. La première forme de la dictature, c'est quand j'enlève à double rupture son existence ou bien à Rachad. Il faut que nos amis à République, pourquoi? Parce qu'on subit les débats de République. Il faut que nos amis de la diaspora savent une chose, c'est un appel de cœur, c'est un appel de raison. Que tout ce qui se passe à République, on le vit avec une amertume ici en Algérie. Parce que le cordon ombilical n'est pas encore coupé entre nous qui vivons à l'intérieur et mes frères qui sont à l'extérieur, qui sont dans la diaspora, qui sont derrière. Merci. Leurs problèmes, c'est les nôtres. Nos problèmes, c'est les problèmes de la diaspora. Rana devant ce régime, il faut qu'ils comprennent une chose. Rana Merci Aïssa Rahmoun. Mohamed Ben Aïssa, en une minute, cette histoire de Hirak parisien. Le Hirak parisien se porte bien malgré tout, malgré toutes les manœuvres qu'ils ont duré depuis presque longtemps maintenant. Il se porte bien, pourquoi? Parce qu'en premier lieu, il faut rendre hommage à la diaspora algérienne qui a tenu que le Hirak parisien, et un petit peu ailleurs dans le monde, mais particulièrement le parisien, a maintenu le Hirak pendant qu'il y avait une trêve en Algérie. Les gens ne sortaient pas dans les rues à Alger et un petit peu partout à cause du corona. Nous, on a maintenu plusieurs marches, plusieurs activités. Quasiment ici, chaque dimanche. Chaque dimanche, à part une ou deux fois on était obligé d'arrêter. Mais sinon, le Hirak parisien et la diaspora algérienne a continué d'être fidèles au peuple algérien. Nous, on est juste un support. On n'est pas le cœur, on le dit tous les jours, tous les week-ends, on est un support pour nos frères en Algérie. Quand on parle après de la diversité qui existe à la place de la République, au départ, ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas habitué avec cette diversité en Algérie. On a été tous baignés dans le parti unique, dans notre culture familiale, dans notre entourage, dans les entreprises algériennes, un petit peu partout. Le paternalisme qu'on a dans lequel on baigne depuis longtemps a fait qu'en sorte qu'on a tous des séquelles de cette culture. Donc, au début de la révolte, à un certain moment, on est sortis tous avec cette naïveté de vouloir mettre fin à Bouteflika et renverser le système et faire cette révolution. Mais après, on est tous politisés. À un certain moment, on a notre culture politique. Donc, au moment où la révolution s'est inscrite dans la durée, donc voilà, le background revient au devant de la scène pour parler de concepts politiques. Et c'est là où on voit la divergence. Et c'est pas mauvais pour moi, parce qu'on le dit tous les jours. Si on n'est pas différent, on ne pourra jamais exercer la démocratie plus tard. On ne pourra pas exercer la démocratie si on n'est pas différent. Juste la seule ligne droite, la ligne rouge, c'est de ne pas tremper, de ne pas sortir du cadre du Hirak, qui est contre
un système, ce n'est pas contre un composant. On le dit tous les jours, ni contre tel, ni contre tel, c'est contre un système et tous ses acolytes. Yasmina, le mot de la fin en 1 minute, si c'est possible. Le Hirak algérien et parisien et ailleurs a fait leurs preuves, parce que c'est un seul et même. Je regrette de ne pas avoir pu parler de M. Nqish et de la torture et du viol en Algérie. D'ailleurs, je le mets sous la bannière torture parce que c'en est une. Alors, d'abord, ce n'est pas nouveau. Hein. Même Alleg et Vergès en ont parlé il y a une vingtaine d'années par rapport à la question. Voilà. Et puis les années 90 et même avant. Et puis même après, ça s'est banalisé. Ça s'est tellement banalisé qu'on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé, que ce soit les médecins ou les avocats, etc. Non, je parle de la banalisation. Ça c'est devenu quelque chose de sourd. C'est devenu quelque chose de sourd. Et donc, il y a eu les purges en 62, et puis il y a eu, et puis l'UNEA, et puis, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, c'est que honte aux tortionnaires. Honte aux tortionnaires, même à la façon dont ils l'ont fait. Même à la façon dont ils l'ont fait, parce que ce sont des handicapés. Ils ne l'ont même pas fait eux-mêmes. Il y a eu la technique du manche à balai. Honte à eux, à ces handicapés, de la tête et de partout. Ça, c'est une chose. Hacha les handicapés. Non, oui, bien sûr. Ah là là, oui, mais je parle d'eux. C'est-à-dire, voilà. Oui. Et une autre chose, c'est que je m'étonne qu'il y ait toute cette émotion pile maintenant. Parce que pour moi, elle converge avec ce dont vous parliez. Pourquoi maintenant? Ce n'est pas nouveau. Ça aurait dû être dénoncé il y a longtemps. Nous aurions dû être dans cette émotion depuis toujours. Et donc, faisons attention, ne lui faisons pas porter à M. Nqish tout ça sur ses épaules, parce que d'autres devraient faire sortir de cette omerta, d'autres devraient faire leur coming out, pas de victimes, mais de gens qui ont fait l'objet de ce genre de procédé. Donc il ne faut pas qu'il porte ça sur ses épaules, surtout dans une société où il y a le sens de l'honneur. Non, ça n'arrive pas qu'aux femmes, ça arrive aux hommes aussi. Et il faut s'en indigner, mais jusqu'à l'infini au-delà, comme dirait un personnage. Merci Yasmina Bennini, merci Mohamed Ben Issa, merci Issa Rahmoun. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. L'union sacrée de tous les Algériens, sans aucune exception, pour aboutir à un état de droit, à une vraie république, à un état où plus personne ne sera ni torturé ni violé. Bqaw ala khair, bislama.